Martin Turbet est donc astrophysicien et planétologue. Alors je ne sais pas quel est le terme approprié, en tout cas spécialiste des atmosphères planétaires et exoplanétaires au laboratoire de météorologie dynamique. Il a fait des travaux très remarqués dès sa thèse, je dois dire, parce que Martin a eu le prix de la Société française d'astronomie et d'astrophysique à l'époque de sa thèse, la meilleure thèse de l'année. Et depuis, Martin n'a cessé de faire des travaux tous plus intéressants que les autres. Vous allez en avoir un petit aperçu aujourd'hui. Je te tutoie, Martin, on se connaît quand même bien, mais tu as participé à la découverte et à la caractérisation de Proxima b, de la planète, vous savez, qui tourne autour de l'étoile la plus proche du Soleil, aux planètes de TRAPPIST-1 aussi, un système planétaire extrêmement intéressant. Et puis plus récemment, on en a parlé dans Ciel et Espace en particulier, des travaux vraiment extrêmement intéressants sur le début des planètes telluriques, Vénus, Mars et la Terre, puisqu'on va voir évidemment que quand on s'intéresse à Vénus, quand on s'intéresse à Mars, on s'intéresse forcément à la Terre. Écoutez, je vous souhaite une bonne conférence, elle durera 1 heure. Comme d'habitude, pas possibilité de poser de questions, on n'a pas le temps de faire passer des micros. Par contre, je pense que Martin pourra répondre à vos questions plutôt à l'extérieur de la salle pour laisser la place évidemment aux conférenciers suivants. Voilà, merci, bonne conférence et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci David pour cette super introduction, très gentille, très sympathique. Merci à tous d'être là, c'est un grand plaisir d'être là. Je vous avoue que quand j'étais à l'extérieur de la salle et que j'ai vu la queue, j'ai eu une petite frayeur. J'étais pas sûr de pouvoir rentrer, mais c'est bon, je suis là. Et donc, alors pendant cette petite heure, je vais vous parler de climat, de planètes telluriques, de la Terre, de Mars, de Vénus. Et puis, je vais vous expliquer, vous présenter les caractéristiques de ces planètes climatiques. Puis, je vais essayer de vous montrer comment et pourquoi on pense que les planètes ont divergé à certains moments de leur évolution pour donner aujourd'hui des planètes qui autrefois étaient peut-être semblables, mais qui aujourd'hui sont en apparence, en tout cas, très différentes. Alors, avant de rentrer dans cette présentation, j'aimerais bien juste clarifier une petite définition. Dans cette présentation, je vais vous parler de climat, ici. Et donc, ce que j'entends par climat, c'est tout simplement les propriétés moyennes, dans le temps, sur le long terme, des propriétés météorologiques. Donc, c'est-à-dire que ça correspond à la moyenne sur plusieurs années, typiquement, de la température à la surface dans l'atmosphère, de la pression, des nuages, des réservoirs d'eau, par exemple, en surface ou dans l'atmosphère, des poussières, des aérosols, tout ça. Donc, par climat, j'entends, grosso modo, toutes les propriétés météorologiques d'une planète et moyennées sur le long terme. Alors, pour remettre un petit peu de contexte, dans cette présentation, je vais vous parler de Mars, de la Terre, de Vénus, mais avant ça, j'aimerais juste vous replacer ces planètes-là dans un contexte plus large, dans le système solaire. Alors, il se trouve que, au total, dans le système solaire, on compte 10 planètes, ou en tout cas 10 objets, possédant une atmosphère, et donc 10 objets sur lesquels on peut techniquement définir un climat. On a d'abord les 4 planètes géantes du système solaire, donc Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Vous avez entendu déjà dans plusieurs des conférences de ces rencontres. Et puis on a bien sûr les planètes telluriques, Mars, la Terre, Vénus. J'ai barré Mercure parce qu'aujourd'hui, Mercure, je pense en tout cas pendant une période de temps très longue, n'a pas d'atmosphère, elle n'a pas eu d'atmosphère. Et vous noterez que ça fait 4 plus 3, ça fait 7, donc il en manque 3. Il manque Pluton, Triton et Titan, qui sont alors pas vraiment des planètes au sens classique, il y a une planète naine et 2 satellites, mais qui ont une atmosphère et donc pour lesquels on peut techniquement définir un climat, et donc des températures, des vents, des nuages, etc. Alors, pour étudier les climats de ces planètes, on a, en tant que chercheur, essentiellement, alors je caricature un peu, on a essentiellement 2 approches méthodologiques, 2 techniques scientifiques pour en apprendre plus sur le climat des planètes. On a d'abord des observations qui se font en fait principalement via des observations satellitaires. Vous avez ici des exemples de 2 instruments en opération qui ont été extrêmement prolifiques. D'abord, la sonde MAVEN en orbite autour de Mars qui mesure l'échappement atmosphérique. Je reviendrai sur cette sonde un peu plus tard dans la présentation. Puis vous avez le satellite METOP d'observation de la Terre sur lequel notamment il y a eu des contributions importantes françaises et qui caractérisent au cours du temps les différentes propriétés du système climatique de la Terre. Et puis d'un autre côté, on a les modèles de climat, les modèles climatiques. Et il se trouve qu'en France, on a une communauté assez à la pointe sur ces sujets-là, notamment au LMD, au laboratoire de météorologie dynamique,
où je travaille. Vous avez peut-être vu d'autres présentations là-dessus, notamment de Sandrine Guerlet, qui parlait tout à l'heure de Saturne. Et puis vous verrez demain une présentation de François Forget, qui travaille dans la même équipe. Et tous ensemble, on développe des modèles climatiques des planètes, de la Terre, de Mars, de Vénus, des exoplanètes. Et on se sert de ces modèles pour améliorer notre compréhension des systèmes climatiques, d'abord de la Terre, mais plus généralement des planètes. Alors pour vous montrer un petit peu l'état de l'art, pour essayer de vous impressionner, de vous bluffer, je vous ai montré une petite animation ici qui a été réalisée par des collègues américains et qui vous montre typiquement ce vers quoi on peut tendre. Alors ici, c'est dans le cas de la Terre, quand on combine le meilleur des modèles et le meilleur des observations. Donc vous avez ici une animation qui est le résultat d'une simulation numérique de climat, donc en grosso modo un programme informatique qui calcule des équations du climat, qui implémente beaucoup de choses, la physique des nuages, le transfert radiatif, etc., et qui est guidé par des observations, par des sondes observationnelles. Donc ça, c'est le résultat final d'une simulation climatique qui tendait à se rapprocher le plus possible du climat de la Terre dans les années 2006-2007, typiquement. Donc ce que vous voyez ici, c'est des aérosols en suspension dans l'atmosphère de la Terre, des particules de poussière, des particules de carbone, des particules de sel de mer en suspension et qui viennent tracer les courants atmosphériques dans l'atmosphère de la Terre et qui révèlent d'abord les structures de circulation générale, par exemple des choses comme la cellule de Hadley, et plus généralement toute une complexité ici de tourbillons que vous voyez et qui caractérise le climat de la Terre. Alors, revenons à nos moutons, revenons à nos planètes, Mars, Vénus, la Terre. Et donc, je vais commencer par faire un petit tour d'horizon de ce qu'on sait, alors les caractéristiques climatiques principales de ces planètes-là, pour essayer de vous montrer, alors peut-être que c'est au clair pour tout le monde, mais en tout cas, je vais le rappeler, quelles sont les grosses différences aujourd'hui entre les climats de ces trois planètes. Alors d'abord, commençons par la Terre, notre bonne vieille Terre, caractérisée par une pression de surface, une pression atmosphérique de 1 bar à la surface, essentiellement composée d'azote et d'oxygène, avec des températures de surface moyennes aujourd'hui autour de 14,5 degrés Celsius, mais comme vous le savez tous, je l'espère, est amené à évoluer au cours du temps du fait notamment des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines. Et enfin, quelque chose que j'aimerais rappeler parce que ça va être un élément de comparaison très intéressant entre la Terre, Mars et Vénus, c'est que la Terre possède un contenu en eau, une couche globale équivalente de 3 km d'eau. Tout simplement, si vous faites une expérience de pensée, vous prenez la totalité des réservoirs d'eau à la surface et dans l'atmosphère de la Terre, vous condensez toute cette eau et vous en faites une couche de taille fixe à la surface de la Terre. Et donc, si vous faites cette expérience de pensée, vous aurez une couche équivalente de 3 km. Ce qui veut dire que une mesure facile, on va dire, parlante du réservoir d'eau sur Terre, c'est 3 km de couche globale équivalente. Elle est constituée principalement d'eau liquide dans les océans, un peu de glace, 1% de glace en moyenne en masse, et puis 0,001% de vapeur. Cette vapeur a bien sûr des conséquences très importantes sur le système climatique de la Terre parce que, et c'est ce que je vais essayer de résumer sur cette là, qui vous montre encore une fois des animations tirées de la même simulation, mais cette fois-ci qui vous montre la quantité d'eau précipitable et des pluies en haut en couleur, et puis en bas les nuages simulés dans un modèle matché avec des observations, et qui vous montre que vraiment que, à mon sens, la propriété, ou plutôt la propriété climatique principale de la Terre, c'est qu'elle est dotée d'un cycle de l'eau d'abord, et surtout que ce cycle de l'eau est extrêmement intense, et c'est vraiment, je pense, le mécanisme numéro 1 de la complexité du système climatique de la Terre. Passons maintenant à Mars. Alors Mars, quand même, il y a quelques caractéristiques qu'il faut rappeler avant toute chose. Mars, c'est une planète qui est plus petite, moins massive que la Terre. Elle reçoit une insolation un peu plus faible, donc un peu plus froide. Mais une des caractéristiques climatiques majeures, c'est que Mars a aujourd'hui une pression de surface qui est beaucoup plus petite que celle de la Terre. Donc ce que vous voyez, c'est que la Terre, c'était 1 bar, et Mars, c'est 6 millibars, donc 0,06 bar, et cette fois-ci composé essentiellement de CO2. La température à la surface de Mars est beaucoup plus froide que sur la Terre, même si, localement, quand les conditions d'insolation et de saison sont favorables, on peut très bien avoir des températures de l'ordre de jusqu'à 30 degrés Celsius, donc similaires finalement en certains points à celles de la Terre. Et puis enfin, encore une fois, je me permets de faire la comparaison. Si vous prenez la totalité de l'eau présente à la surface de Mars, donc elle est essentiellement soit sous forme de vapeur, mais soit surtout sous forme de glace au niveau de ses pôles. Vous voyez ici une image qui vous montre la position des calottes de glace ici à l'hémisphère nord de Mars.
Et donc si vous prenez toute l'eau de Mars et que vous la répartissez de manière équitable partout à la surface, vous aurez une épaisseur, une couche globale équivalente de 30 mètres d'eau, soit 100 fois plus faible finalement par rapport à la Terre. On a de la chance. Sur Mars, il y a eu tout un tas de missions spatiales qui ont observé depuis plusieurs décennies maintenant le système climatique de Mars. Et donc, on a appris beaucoup de choses grâce à toutes ces missions d'observation spatiale. D'abord, par exemple, que le climat de Mars est caractérisé par des tempêtes de poussière locales, régionales et globales qui ont une importance pour l'étude du système climatique de Mars. Et enfin, et surtout, si je dois garder un point encore pour décrire le système climatique martien, c'est le fait que le système climatique martien est caractérisé par un climat très aride, qu'on pourrait même qualifier de ultra-continental. C'est assez bien résumé par ce plot, cette image qui vous montre des mesures de température qui ont été faites par un mât météorologique, il y a maintenant un petit paquet de temps, par le lander Mars Pathfinder, et qui vous montre au cours d'une journée martienne l'évolution de la température mesurée typiquement proche de la surface. Et ce que vous voyez, c'est que, alors certes, la température est très très faible. Là, on est en degrés Kelvin, donc là, on est à moins 10 degrés Celsius. Et puis là, on est à moins 70 degrés Celsius. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a des amplitudes de température qui peuvent atteindre 60-70 degrés et qui sont extrêmes par rapport à ce qu'on connaît sur Terre. Et ça, c'est vraiment lié au fait que non seulement l'atmosphère de Mars est très fine, sa surface a une inertie très faible, elle a très peu d'eau, ce qui fait que le système climatique martien a très peu d'inertie. Et donc, on a des amplitudes comme ça de température et climatique qui caractérisent ce système, cette planète. Et enfin, passons à la dernière objet de cette présentation, donc la planète Vénus. Alors elle, c'est un peu l'extrême inverse. Donc déjà, je rappelle les propriétés principales. Vénus, une masse et un rayon assez similaires à la Terre, première approximation. Par contre, Vénus reçoit un peu plus d'insolation que la Terre, elle est un peu plus proche du Soleil. Alors quand même, cas extrême, ici, l'atmosphère de Vénus, comme Mars, est composée essentiellement de CO2. Par contre, elle est composée de presque 90 bars de CO2. Ce qui fait que cette atmosphère très riche en CO2, très épaisse, va générer un très fort effet de serre qu'on peut calculer avec des modèles, ça on comprend très bien, et qui va générer des températures de surface extrêmes qui peuvent atteindre près de 450-460 degrés Celsius à la surface de Vénus. Et si on fait le même petit calcul que ce que je vous ai montré tout à l'heure, on a sur Vénus une couche globale équivalente d'eau autour de 3 cm d'eau, qui est essentiellement sous forme de vapeur, et qui est donc très très faible par rapport d'abord à Mars et surtout par rapport à la Terre. Alors je caricature un peu parce qu'il y a quand même un petit peu d'eau de Vénus qui est située dans des gouttelettes de nuages, parce que c'est vrai qu'une caractéristique de Vénus qui est importante de rappeler, c'est qu'elle est entourée, englobée d'une épaisse couche de nuages composée principalement, un peu d'eau, mais principalement d'acide sulfurique, très haut dans l'atmosphère, et qui est vraiment caractéristique de son albédo, de son pouvoir réfléchissant très élevé, qui fait qu'on a beaucoup de facilité à observer justement Vénus et son atmosphère. Si je dois retenir une caractéristique de l'atmosphère de Vénus, c'est le fait que son atmosphère est tellement dense, tellement riche en CO2, qu'elle va d'abord, bien sûr, produire un fort effet de serre, donc une température de surface extrême, mais surtout, parce que l'atmosphère est extrêmement dense, elle va redistribuer très efficacement la chaleur à la surface de Vénus. Et donc, la température de surface de Vénus est non seulement élevée, mais en fait varie assez peu que vous soyez à l'équateur ou au niveau des pôles de la planète. En tout cas, par rapport à la Terre et à Mars. Alors jusque-là, je vous ai présenté les caractéristiques principales de la Terre, de Mars et de Vénus. Et puis, je pense, j'ai pas besoin de trop vous en convaincre, que vous avez noté que quand même on a affaire à 3 mondes, 3 planètes qui sont, à part le fait qu'elles aient une surface et qu'elles aient une atmosphère, sont assez différents. Pourtant, si on revient un peu dans le passé, quand je dis le passé, c'est le passé très lointain. Là, on parle de 3,5, 3,8 milliards d'années. Mais on a tout un tas de preuves et d'éléments d'observation qui nous laissent penser que peut-être les 3 planètes, à cette époque-là, avaient beaucoup plus de similitudes qu'elles n'en ont aujourd'hui. J'aimerais commencer d'abord par le cas de la planète Mars. Si vous regardez plus en détail la surface de la planète Mars, et que vous allez voir les terrains les plus anciens à la surface de Mars, ce que vous pouvez voir, sur une grosse fraction de ces terrains, c'est des choses comme ça. Comme cette image ici qui a été prise par la sonde Mars Express, avec la caméra haute résolution de Mars Express, à côté d'un cratère qui s'appelle le cratère Huygens. Et ce que vous voyez ici, ce que je veux vous montrer, ce sont ces réseaux de rivières que vous voyez ici. On pense que c'est des réseaux de rivières,
qui sont caractérisés par plusieurs choses. D'abord, vous voyez qu'il y a tout un tas de réseaux de ramifications, ce que vous voyez ici, et ça, on pense que c'est lié à leur caractère mature, donc le fait qu'il a fallu beaucoup de temps pour produire ces réseaux de rivières. Et puis enfin, vous voyez que ces réseaux de rivières, ils s'écoulent tous vers cette région-là, qui a été probablement créée par un ancien cratère d'impact, et qui, on pense, a été l'hôte en fait d'un ancien lac. Et donc on pense que ici, cette image en fait montre un ancien réseau, si vous voulez, local de rivières, avec un cycle de l'eau probablement actif pour former ce système ici hydrologique. Alors on peut faire des comparaisons avec la Terre encore. Vous voyez ici une autre région qui s'appelle Warrego Valley, c'est peut-être la région la plus connue de réseau de vallées, de réseau de rivières. Et comparé ici à droite avec des images qui ont été obtenues sur Google Earth. Donc si vous allez sur Google Earth, vous vous baladez dans le Yémen, ça marche plutôt pas mal. Vous pouvez voir des centaines et des centaines de ce genre de réseaux hydrologiques. Et vous voyez qu'on a des caractéristiques très similaires, des réseaux dendritiques très matures. Et on sait que sur Terre, il a fallu beaucoup de temps pour former ces réseaux de rivières, donc beaucoup d'eau il a dû couler pour former ces réseaux de rivières. Et donc, par analogie, on pense que c'est la même chose qui s'est passé sur Mars. Alors, il y a des gens qui ont fait, maintenant, il y a plusieurs années, des études complètes, détaillées, pour essayer de cartographier tous les terrains de la surface de Mars, pour essayer d'identifier ces réseaux de rivières. Et ce que vous voyez ici, c'est une synthèse de ces travaux. Donc, une carte de Mars en fonction de la latitude et de la longitude, et tous les points rouges que vous voyez ici correspondent à des sites où on a détecté des réseaux de rivières plus ou moins matures. Et donc, ce que vous voyez, c'est qu'une grosse majorité des terrains, finalement, martiens, sont couverts, en tout cas dans ces régions ici qu'on appelle les hauts plateaux de Mars, plutôt dans l'hémisphère sud, sont couverts de réseaux de rivières. Alors, un élément clé qu'il faut que je rappelle pour que vous compreniez, peut-être que c'est clair pour tout le monde, mais je vais quand même le rappeler, c'est que une notion qui est importante derrière ces détections de réseaux de rivières, c'est d'être capable d'estimer l'âge à laquelle, ou plutôt le moment auquel se sont formés ces réseaux de rivières. Et pour ça, la communauté en planétologie a développé une technique qui s'est révélée très efficace, qui s'appelle le comptage de cratères, qui consiste simplement, quand vous observez un terrain à la surface de Mars, à compter le nombre de cratères qui s'y trouvent et à, comme ça, en déduire, plus un terrain est vieux, plus il y a de cratères qu'on tapé, etc. Et donc, on peut comme ça revenir à l'âge d'un terrain. Je vous prends un petit exemple ici. Vous avez donc ce qu'on appelle ces isochrones, qui sont des références qui vous disent, OK, selon l'âge d'un terrain, combien il doit y avoir de cratères en fonction de leur taille. Et ce que vous faites, c'est que vous allez prendre un terrain, là je prends un terrain au hasard ici, rouge, vous comptez les cratères, les petits cratères, les moyens cratères, les gros cratères. Ça vous donne une isochrone ici. Vous faites la même chose avec cette région, où il y a beaucoup moins de cratères. Ça vous fait une deuxième isochrone ici que vous voyez en bleu. Vous comparez ça ensuite, ça vous donne des âges. Et donc vous savez que par exemple ce terrain-là est plus jeune que celui-ci. Et vous êtes capable comme ça de dire, OK, les terrains où on observe des réseaux de rivières, les moments auxquels se sont formés les réseaux de rivières, on pense que l'extrême majorité, c'est autour de 3,5-3,8 milliards d'années. Alors il n'y a pas que les réseaux de rivières, on a plein d'autres indicateurs qui nous laissent penser que Mars, par le passé, a une activité hydrologique intense. Par exemple, vous avez ici des cartographies des lacs observés à la surface de Mars. Donc tous les petits points que vous voyez ici sont des anciens lacs situés dans des cratères d'impact. En tout cas, on pense que ça en est. Il y a eu tout un tas d'études, et notamment la communauté française, notamment l'IAS, a fait beaucoup de choses là-dessus, pour essayer de cartographier les terrains où on observe des minéraux hydratés, c'est-à-dire des minéraux dont on pense qu'ils ont eu besoin, nécessité l'existence d'eau liquide pour se former. Donc vous voyez que là encore, on a plein de détections sur les terrains les plus anciens de Mars, sur les hauts plateaux. Et puis enfin, je pense que là je vais vous convaincre, on va dire la décision finale. En 2012, Curiosity qui se pose dans le cratère d'impact de Gale et qui détecte dans ce cratère d'impact, au fur et à mesure qu'il se balade, des choses comme des roches sédimentaires, des choses comme des conglomérats, et qui là sont vraiment, on va dire, le coup de massue, vraiment qui nous laisse penser que 3,8 milliards d'années, tout ça est à peu près cohérent en termes d'âge. La surface de Mars ressemblait probablement à quelque chose comme ça. C'est-à-dire une planète avec un cycle de l'eau probablement assez actif, des rivières, des lacs, ça on en est quasiment sûr, enfin, on a beaucoup de preuves qui vont dans ce sens, et peut-être, c'est un peu plus spéculatif, des océans, notamment dans l'hémisphère nord de Mars. Donc ça, en gros, ça nous laisse dire que Mars, il y a 3,8 milliards d'années, finalement ressemblait, en tout cas dans ce qu'on en comprend, pas mal à la Terre,
d'aujourd'hui et la Terre dans le passé. Je vous donnerai quelques éléments sur la Terre dans le passé un peu plus tard dans cette présentation. Mais qu'en est-il de Vénus? Alors on pourrait très bien se dire, on va sur Vénus, on fait la même chose, on regarde la surface, on compte les cratères, sauf que, gros problème sur Vénus, quand on regarde la surface de Vénus et qu'on compte les cratères d'impact à la surface de Vénus, on se rend compte qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup, ils se font rares, et ça on l'interprète très simplement par le fait que la surface de Vénus est trop jeune, finalement, pour pouvoir garder finalement l'information sur ce qui s'est passé il y a 3,8 milliards d'années. On pense, ça c'est des résultats qui ont été obtenus suite à des cartographies radar par la sonde Magellan. Ce que vous voyez ici, ces cartes ici sont des cartes topographiques obtenues à partir de cette mission spatiale. On pense que la surface de Vénus est caractérisée par un âge typiquement de 500 et quelques millions d'années. Et donc, ce qui veut dire que tous les terrains qui sont plus anciens que ça, en tout cas, on pense que la majorité des terrains, il y a un petit espoir que peut-être des terrains soient un peu plus vieux, mais en tout cas, la majorité des terrains tels qu'on les observe aujourd'hui sont trop vieux pour pouvoir accéder finalement au passé climatique ancien de la planète Vénus. Alors, on a quand même quelques éléments qu'on va essayer de tirer un petit peu pour essayer d'obtenir des informations sur Vénus. Alors pour ça, il faut se rappeler que les molécules, les atomes, existent dans plusieurs configurations qu'on appelle isotopiques. C'est le cas notamment des atomes d'hydrogène qui possèdent plusieurs isotopes, et notamment un isotope qui s'appelle le deutérium, et qui est composé d'un neutron supplémentaire, qui fait qu'il est plus lourd, qui fait que, en conséquence, il va s'échapper, on va dire, différemment de l'hydrogène. Il va s'échapper plus lentement que l'hydrogène de l'atmosphère de Vénus. Ça va avoir des conséquences importantes que je vais discuter juste après. Il y a eu une super mission spatiale qui s'appelle Venus Express. Alors ça avait été mesuré avant, mais ça a notamment été mesuré dans le cas de Venus Express, qui a fait des mesures de la quantité d'atomes d'hydrogène et d'atomes de deutérium. Alors pour ça, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait des spectres de l'atmosphère de Vénus. Ici, ce sont des spectres dans l'infrarouge de transmittance et qui vous montrent ce que vous voyez, les pics là que vous voyez ici, sont finalement la signature moléculaire de la présence soit de la molécule d'eau, soit de la molécule de HDO, donc un atome d'hydrogène, un atome de deutérium et un atome d'oxygène. Et donc à partir de ces mesures de spectre, on est capable, avec des modèles qu'on appelle de retrieval, on résout le problème inverse, on est capable d'accéder à des concentrations, des profils verticaux ici de vapeur d'eau et de la molécule HDO. On fait le rapport entre les deux, en faisant attention au fait qu'il y a une atome d'hydrogène aussi dans le H. Ça nous fait un rapport HDO sur H2O, ce que vous voyez ici. Et donc, à partir de ça, on est capable d'en déduire le rapport deutérium sur hydrogène. Et si on fait le calcul sur Vénus, on obtient quelque chose de l'ordre de grandeur de 3 fois 10-2. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le comparer au cas de la Terre. Et si vous faites le même calcul sur la Terre, on est capable de le mesurer in situ sur Terre, il est plutôt de l'ordre de 1,5 fois 10-4, soit environ un rapport 200 entre les deux. Le rapport d'essurage sur Terre est environ 200 fois plus faible que sur Vénus. Ça, l'explication la plus raisonnable pour interpréter ça, si on fait l'hypothèse, et on a de bons indices de penser que c'est le cas, que les planètes aient démarré avec des rapports isotopiques qui soient très similaires au moment de leur formation, on l'interprète par le fait que des molécules d'hydrogène, des molécules de deutérium qui sont dans l'atmosphère de Vénus ou de la Terre subissent une érosion importante au cours de l'évolution des planètes. Les atomes de deutérium plus lourds que les atomes d'hydrogène vont s'échapper moins efficacement, et donc au fur et à mesure qu'une planète perd son réservoir d'eau par échappement, elle va perdre plus rapidement son deutérium que l'hydrogène, et donc ça indique que sur Vénus, ces processus d'érosion étaient très importants, du 1, et de 2, on peut s'en servir si on remonte dans le temps et on recalcule, si vous voulez, les processus d'échappement dans le passé. On peut en déduire des estimations du réservoir d'eau de Vénus dans le passé. Alors, il y a des grosses erreurs, des grosses incertitudes sur ce calcul parce qu'il dépend de ce qu'on appelle le processus de fractionnation isotopique, c'est-à-dire à quel point il est difficile pour un atome de deutérium de s'échapper par rapport à un atome d'hydrogène. Mais grosso modo, on arrive à des ordres de grandeur autour de 4 à 500 mètres d'eau en épaisseur globale équivalente, soit beaucoup plus qu'aujourd'hui et surtout beaucoup plus similaire aux valeurs que je vous ai présentées pour la Terre, pour rappel, qui étaient autour de 3 km. Alors, vous avez peut-être entendu parler de ça, j'espère que vous avez entendu parler de ça. Récemment, très récemment, il y a 3 missions spatiales qui ont été sélectionnées par la NASA et par l'ESA, Da Vinci+, Veritas et Envision, et qui vont justement aller observer la surface de Vénus, l'atmosphère de Vénus, pour essayer de contraindre plus précisément le passé climatique et justement essayer de savoir si Vénus
a pu, par le passé, ressembler à quelque chose comme ça. Alors ça, c'est une vue possible, hypothétique de la planète Vénus, avec des océans hypothétiques. Si Vénus a eu 500 mètres d'épaisseur globale équivalente, on est en droit de se poser la question de savoir est-ce que cette eau a pu condenser en surface, et si c'est le cas, alors dans ce cas, elle devrait en principe mécaniquement être sous forme d'océan. Mais, je vais rajouter un très très hypothétique, parce qu'on a des éléments, des nouveaux éléments maintenant qui nous laissent penser que peut-être Vénus a bien eu cette eau, mais cette eau probablement s'est trouvée non pas sous forme liquide, mais sous forme de vapeur dans l'atmosphère. Je vais y revenir un peu plus tard dans cette présentation. Alors, petite synthèse de cette deuxième partie de la présentation. Je suis revenu un peu dans le passé, dans le cas de Mars, dans le cas de Vénus. Pour le cas de Mars, je pense que c'est assez évident. On a beaucoup de preuves que Mars ait eu une activité hydrologique intense. Dans le cas de Vénus, c'est un peu plus énigmatique, beaucoup plus énigmatique. Mais en tout cas, on peut faire l'hypothèse raisonnable que par le passé, 3,5, 3,8, 4 milliards d'années, les planètes, les trois planètes telluriques, Mars, Vénus et la Terre, aient eu des conditions en termes de climat et même d'habitabilité, du fait de l'existence d'océans et de rivières, d'eau liquide à la surface de Mars, des conditions similaires. Pourtant, je vous ai montré au début qu'aujourd'hui, elles ont des climats très différents. Et donc, on va se poser la question, à la suite de la présentation, de ce qu'il a pu se passer pour expliquer finalement cette divergence de scénarios de destin entre les trois planètes du système solaire, des trois planètes telluriques du système solaire. Alors pour ça, je vais m'appuyer sur ce diagramme qui a été fait par un collègue qui est maintenant aux Pays-Bas, qui s'appelle Tim Lichtenberg et qui a écrit un article assez important, je pense, dans la communauté en planétologie, un article très récent, comme vous voyez, 2022, et qui va résumer finalement l'évolution au cours du temps, finalement ce qui va contrôler l'évolution climatique des petites planètes telluriques. Alors si j'étais un peu flemmard, je pourrais vous dire je vous laisse là, mais vous avez payé votre place, donc je vais quand même continuer la suite de la présentation. Ouais. Donc il y a plusieurs phases, étapes importantes dans l'évolution de ces planètes telluriques. Il y a d'abord la phase de formation. Les planètes se forment, elles sont chaudes, elles ont encore l'énergie d'accrétion, elles se forment à la suite de collisions entre ce qu'on appelle des planétésimaux, des protoplanètes. Ensuite, elles évoluent dans une phase qu'on appelle la phase des impacts géants. Là, les planètes se sont essentiellement formées, mais on a encore des très gros impacts qui viennent frapper finalement ces planètes-là. Ensuite, on a une troisième phase importante que j'appelle la phase de solidification de l'océan de magma. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette phase, les planètes telluriques sont très jeunes, elles sont très chaudes, elles sont chauffées par l'énergie d'accrétion, l'énergie qui a été employée, apportée à la suite de leur formation. Et donc, elles sont tellement chaudes que leurs manteaux, leurs surfaces sont fondues, et ça, c'est ce qu'on appelle une planète dans un stade océan de magma. Et donc, cette étape-là est une étape importante dans l'évolution d'une planète. Une fois que cet océan de magma s'est solidifié, on attend la dernière phase de l'évolution d'une planète tellurique, une planète comme Mars, la Terre ou Vénus, ce qu'on appelle finalement, ce que j'ai appelé la phase d'évolution finale, où la surface est solide, l'essentiel du manteau est solide. Et donc là, l'évolution climatique de l'atmosphère est régie d'abord pour la formation d'une atmosphère secondaire et surtout par son évolution sur des temps très très longs, dictée par des processus géophysiques, géochimiques que je vais aborder un peu plus tard dans la présentation et qui sont importants à l'ordre 1 pour l'évolution climatique et les conditions d'habitabilité d'une planète. Revenons d'abord à la première phase, la phase de formation. Donc la phase de formation correspond à la phase pendant laquelle une planète tellurique vient se former par accrétion de petits objets, des planétésimaux. Pendant cette phase ici que j'ai indiquée ici, donc stade planétésimal, la planète commence à se différencier. Et donc il y a une question première qui intervient, qui est finalement, est-ce qu'à cette étape-là de la formation de planètes, est-ce que Mars, la Terre et Vénus, et peut-être même Mercure, on peut se poser la question aussi dans le cas de Mercure, se ressemblent ou pas? Est-ce qu'elles se sont formées ou pas avec des composants similaires? Alors je ne vais pas rentrer dans les détails d'abord parce que ce n'est pas ma spécialité, parce que ce n'est pas non plus l'objet de cette présentation, mais on a différents éléments d'évidence, de preuve, qui nous laissent penser qu'à l'issue de cette phase, finalement, les 4 planètes telluriques, j'inclus Mercure aussi dedans, avaient probablement des conditions, en tout cas en termes de réservoir d'eau, en termes de réservoir de CO2, en termes de réservoir d'azote, qui sont les constituants principaux aujourd'hui de l'atmosphère de ces planètes telluriques, et donc finalement les drivers, ceux qui sont responsables des climats de ces 3 planètes, ces 4 planètes potentiellement. Ces contenus étaient similaires, et donc on pense
que finalement cette étape-là n'est pas trop déterminante, en tout cas pour les planètes du système solaire. C'est une autre histoire pour les exoplanètes, mais en tout cas pour les planètes du système solaire. On va passer directement à la phase suivante, la phase des impacts géants. Alors la raison pour laquelle j'aimerais en parler, c'est d'abord parce que, pour ramener ça un peu à ce que vous connaissez, la phase des impacts géants, ça correspond, en tout cas pour la Terre, très probablement à l'épisode final de fabrication de la Terre, de l'impact géant. C'est le scénario favori entre un objet préexistant, entre deux objets préexistants et qui a conduit à la formation du système Terre-Lune. Ça, c'est pour la Terre, le dernier gros impact géant de la Terre. Mais pour Mercure, et c'est pour ça que j'aimerais aborder ici, pour Mercure, on pense l'hypothèse principale pour expliquer finalement aujourd'hui la nature de la planète Mercure et le fait que la planète est beaucoup plus dense que les 3 autres planètes du système solaire. On pense qu'à cette étape-là, à l'étape des planètes, à l'étape de la phase des impacts géants, un ou des impacts liés à, en gros, grosso modo, à des gros objets, des protoplanètes ou des gros planétésimaux qui ont frappé la planète Mercure, ont détruit le manteau, ont soufflé le manteau de Mercure, et donc c'est très probablement l'explication, on va dire en tout cas la plus séduisante pour expliquer pourquoi j'ai pas inclus Mercure dans cette présentation, tout simplement parce qu'à cette étape-là précise, Mercure a perdu finalement sa capacité à avoir une atmosphère, a perdu sa capacité à avoir un système climatique. Donc premier point de bifurcation possible entre les planètes telluriques du système solaire, la phase des impacts géants, et Mercure est probablement un bon exemple d'une bifurcation possible, en tout cas dans le système solaire. Ensuite, on arrive à une seconde phase, la phase qui s'appelle la phase de solidification de l'océan de magma. Grosso modo, ce qui se passe, c'est qu'à l'issue de cette phase des impacts géants, on a une surface, un manteau d'une planète tellurique, de Mars, de Vénus et de la Terre, pendant lequel la surface et le manteau sont tellement fondus que le système finalement climatique de cette planète océan de magma est à l'équilibre entre cette surface et ce manteau fondu et une atmosphère primordiale, primitive, qui résulte de l'équilibre entre le dégazage finalement de cet océan de magma. Cet océan de magma va dégazer potentiellement des gaz comme du CO2, de la vapeur d'eau, de l'azote, peut-être même de l'hydrogène et du monoxyde de carbone, qui va constituer l'atmosphère de cette planète océan de magma. Et ensuite, une fois que cette planète océan de magma va évoluer au cours du temps, elle va émettre du rayonnement infrarouge du fait de son énergie initiale d'accrétion, qui va faire que progressivement ces planètes vont se refroidir. Et en se refroidissant, on va arriver à un point où, c'est là la source de la deuxième bifurcation, se pose la question de savoir si l'eau, finalement, qui constitue la majeure partie de l'atmosphère de ces si vous voulez, ces planètes très jeunes, va ou pas condenser à la surface d'une planète, à la surface de ces planètes, pour former finalement les premiers océans d'eau liquide à la surface d'une planète, et donc conduire finalement une planète vers quelque chose qui ressemble comme la Terre aujourd'hui ou comme Vénus aujourd'hui. Alors pour ça, je pense qu'on a fait une avancée quand même assez significative l'année dernière, pour laquelle on a publié un article dans la revue Nature, dans lequel on a fait des simulations climatiques de justement ce qu'on s'attend dans une planète typiquement océan de magma, c'est-à-dire avec une atmosphère très riche en eau, potentiellement riche en dioxyde de carbone. Et on a réalisé ces simulations climatiques. On a fait un peu de bruit dans différentes universités, dans la presse. Ce qu'on a réalisé, c'est ces simulations numériques du climat 3D, où on fait l'hypothèse que l'atmosphère est constituée principalement de vapeur d'eau et de CO2. Et donc on étudie dans ces simulations du climat, finalement, quels vont être les jeux de conditions qui vont faire que l'eau, présente initialement sous forme de vapeur dans l'atmosphère, va se condenser ou pas à la surface d'une planète. Et ce qu'on a découvert en faisant ces simulations numériques de climat, c'est que dans ces planètes très riches en eau, je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi, les nuages, essentiellement des nuages d'eau qui se forment dans ces simulations, se forment principalement du côté nuit de ces planètes-là. Ce que vous voyez ici, c'est une simulation au cours du temps, avec en blanc, là où on a des nuages, en marron, là où on n'a pas de nuages, et donc ces points-là sont corrélés avec le zénith, là où on a l'essentiel du flux incident, et puis ces points-là sont corrélés avec la nuit. Alors ce qui est intéressant, c'est que si ces nuages se forment côté nuit, en d'autres mots, ça correspond à la configuration climatique
qui va maximiser l'effet de serre de ces nuages. Si vous deviez faire une expérience de pensée pendant laquelle vous deviez mettre des nuages dans l'atmosphère d'une planète et que vous posiez la question de où est-ce que je devrais mettre ces nuages pour qu'ils aient le maximum de réchauffement, le maximum d'effet de serre sur ma planète, vous devriez d'abord les mettre plutôt côté nuit, comme ça ils ne réfléchissent pas dans l'atmosphère, et puis vous devriez les mettre plutôt haut dans l'atmosphère parce que c'est là où ils ont un effet de serre le plus puissant. C'est exactement la même chose sur Terre. Sur Terre, les nuages bas et qui sont du côté jour tendent à réfléchir le flux incident, donc à refroidir une planète, alors que les nuages hauts et qui sont plutôt côté nuit, donc pendant la nuit d'une planète, vont eux avoir un fort effet de serre. Alors, ce qu'on a observé, c'est peut-être le diagramme le plus difficile à suivre de cette présentation, c'est que du fait de la forte concentration en vapeur d'eau dans l'atmosphère de ces planètes primordiales, c'est ce que vous voyez ici sur ce graphique à droite, qui vous montre le profil vertical de la concentration de vapeur d'eau dans l'atmosphère, ici en bleu pour une planète comme la Terre, et puis en rouge pour une planète océan de magma avec le réservoir d'eau dans l'atmosphère. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a beaucoup plus d'eau dans l'atmosphère de ces planètes-là, ce qui va induire un fort chauffage solaire. Les molécules d'eau dans l'atmosphère de ces planètes-là vont absorber très efficacement le flux solaire incident, ce qui va produire un fort chauffage côté jour et donc va empêcher, en faisant passer la température au-dessus du point de condensation de la vapeur d'eau, la température au-dessus du point de formation de nuages et donc va empêcher la formation de nuages côté jour sur ces planètes dans ces simulations. On a des courants atmosphériques grande échelle, du fait de ces contrastes de température qui vont transporter les vents, plutôt les parcelles d'air, du côté jour vers le côté nuit, et qui vont, au fur et à mesure qu'elles se déplacent du côté jour vers le côté nuit, se émettre du rayonnement infrarouge du fait de leur température, ce qui va réduire leur température au cours du temps, et donc atteindre à un certain stade le point de condensation de la vapeur d'eau, ce qui produit des nuages essentiellement concentrés sur la face nue de ces planètes-là. Alors ça, c'est très important pour l'évolution, en tout cas on pense des trois planètes, donc de la Terre, de Mars et de Vénus, parce que ce qu'on a observé, c'est que pour que ce mécanisme finalement climatique de formation préférentielle de nuages côté nuit fonctionne, il faut qu'une planète reçoive suffisamment d'insolation, suffisamment de flux pour venir casser cette formation de nuages. Et ce qu'on observe dans nos simulations, c'est que ce mécanisme fonctionne très bien sur Vénus, mais il ne fonctionne pas du tout sur la Terre et Mars, parce que la Terre et Mars reçoivent une insolation par le passé qui était trop faible pour que ce mécanisme climatique se mette en place. Et donc ce qu'on en a déduit finalement, c'est que cette étape-là de solidification de l'océan magma, la période à laquelle finalement une planète a une opportunité pour former ses premiers océans par condensation des réservoirs d'eau, elle dépend fortement de l'insolation que reçoit une planète. Une planète comme Vénus, a priori, si on se base sur ces simulations, ne peut pas condenser son réservoir d'eau, ce qui veut dire qu'elle n'a pas l'opportunité au cours de son évolution finalement d'atteindre un régime similaire à la Terre actuelle avec des océans parce qu'elle ne peut pas former ces océans, alors qu'une planète comme la Terre et comme Mars ont, elles, une insolation suffisamment faible pour pouvoir condenser le réservoir finalement d'eau à la surface et former soit des océans, soit aujourd'hui, par exemple sur Mars, des réservoirs d'eau avec des calottes polaires au niveau des pôles. Donc ça correspond à un deuxième élément de bifurcation important dans l'évolution climatique de ces planètes. Enfin, et je pense que c'est une partie très importante à aborder, on a plusieurs éléments de bifurcation dans la phase d'évolution finale des planètes telluriques qui correspond à cette partie-là du diagramme. La première, c'est que les étoiles, et plus particulièrement le Soleil, sont en général, dans leur jeunesse, beaucoup plus actives, beaucoup plus, je vais les appeler, violentes. En d'autres termes, elles vont émettre, c'est ce que représente ce diagramme, beaucoup plus de rayonnements extrêmes, de rayonnements X, de rayonnements ultraviolets, qui vont ensuite venir éroder les atmosphères des planètes qui tournent autour de ces étoiles. Ce que vous voyez ici, c'est un diagramme qui a été réalisé par des collègues en Autriche et qui vous montre deux quantités. La quantité, donc la luminosité X, c'est-à-dire le flux finalement de rayons X d'une étoile. Ici à droite, le flux de rayonnement extrême UV d'une étoile au cours du temps. Et ce que vous voyez ici, tous les petits points noirs, ici ça correspond à des points de mesure pour des étoiles solaires qu'on a observées dans le ciel à différents âges, donc des âges plus ou moins évolués. Et les courbes rouges et les courbes bleues que vous voyez ici, ça correspond à la probabilité. Donc si vous regardez une étoile solaire, vous avez 90% de chance
que, en gros, la luminosité X et la luminosité extrême UV soient situées entre ces deux courbes. Et donc, on pense que le Soleil, finalement, s'est trouvé quelque part entre ces différents régimes d'évolution. Ce que ça nous dit, alors déjà, bien sûr que, finalement, selon les hypothèses qu'on fait sur le Soleil, on peut être dans des scénarios plus ou moins extrêmes, mais surtout, le point important à mentionner, c'est le fait que vous voyez que ce flux X extrême UV, il décroît très fortement au cours du temps, ce qui signifie que pendant les premières centaines de millions d'années de l'évolution finalement du Soleil et surtout des planètes qui lui tournent autour, les planètes étaient exposées à des rayonnements X et extrême UV très importants qui ont érodé les planètes. Et ça, le meilleur exemple qu'on a d'une planète qui a subi cette érosion, c'est Mars. Ici, vous voyez ici une figure qui vous montre l'évolution de la pression dans l'atmosphère de Mars en fonction du temps. C'est un diagramme qui a été reconstitué par un collègue à l'Université de Chicago qui s'appelle Edwin Kite en 2019, donc des travaux plutôt récents, et qui vous montre, qui vous synthétise toutes les mesures, toutes les observations qui ont été faites et qui contraignent l'évolution de la pression, qui est vraiment un facteur clé pour le système climatique de Mars au cours du temps. Donc ce que vous voyez, c'est que cette pression, elle diminue très très fortement au cours du temps. Et alors ne vous laissez pas berner par les échelles logarithmiques de cette figure. Cette évolution a été extrêmement drastique, essentiellement pendant les premières centaines de millions d'années de l'évolution de Mars. Alors j'aimerais quand même revenir sur plusieurs contraintes, sur comment on a obtenu ces mesures de l'évolution de Mars. D'abord, les mesures directes, ça a été fait notamment avec la sonde MAVEN, qui a mesuré les flux finalement d'atomes qui s'échappent aujourd'hui de l'atmosphère de Mars. Ça a été capable de reconstituer, notamment en regardant l'évolution de ces pertes atmosphériques en fonction des saisons, en fonction du cycle du Soleil, du cycle d'activité solaire, a été capable de remonter dans le temps et de produire des estimations du taux d'échappement total finalement de l'atmosphère de Mars, si on revient jusqu'à 3,5, 3,8 milliards d'années, à l'époque où ces réseaux de rivières sont formés. Il nous a donné des estimations de l'ordre de 1 bar, donc finalement pas très loin de la pression atmosphérique actuelle sur Terre. Et puis on a une autre observation, une autre mesure qui est très maligne et que j'aimerais vous présenter, parce que je trouve ça assez malin, qui s'appelle la méthode de filtration des cratères. Encore une fois, le même Edwin Kite. Alors ce qu'a fait Edwin Kite, c'est que il est venu observer, il a obtenu des cartes, des images à très très haute résolution de la surface de Mars. Il y a des collections maintenant d'images, notamment avec la caméra IRAS sur la sonde MRO, qui a mesuré, qui a observé différentes régions de Mars, des terrains plus ou moins jeunes, plus ou moins anciens. Vous voyez quelques-unes des images qui ont été prises, notamment ici un beau Dust Devil. Ici, une image d'activité de resurfaçage de la surface de Mars. Ici, atterrissage du rover chinois, Zhurong. Et donc ces images à très haute résolution, elles sont super intéressantes parce qu'elles permettent de voir, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais elles permettent de voir ces petites structures que vous voyez ici, des tout petits cratères qu'on ne peut pas distinguer dans les grandes images, dans les images à faible résolution de Mars. Et si on est capable d'accéder aux petits cratères, on est capable de mettre en place une technique qui s'appelle la méthode de filtration des cratères et qui consiste à venir comme ça regarder des images à très haute résolution, compter les tout petits cratères qu'il y a à la surface de Mars et les comparer ensuite à des modèles ensuite qui vont vous dire que selon à quel point une atmosphère était dense ou pas, on va s'attendre à avoir un nombre de cratères différents. L'idée, c'est simplement le fait que si Mars, par le passé, avait une atmosphère qui était beaucoup plus dense, on s'attend à ce que les petites météorites qui aient atteint la surface de Mars se soient disloquées dans la surface de Mars. Et donc, on s'attend de ce fait que la présence d'une atmosphère passée autour de Mars ait influencé la statistique des petits cratères que l'on observe aujourd'hui à la surface de Mars. Et par ces mesures, il a été possible de montrer que là encore, il y a typiquement 3,5, 3,8 milliards d'années, l'atmosphère de Mars devait être autour de 1 à 2 bars, donc très très similaire en termes de pression à l'atmosphère de la Terre. Et ça, ce que ça nous dit finalement, si je dois résumer finalement cet effet de bifurcation, c'est que pendant les premiers centaines de millions d'années typiquement de l'évolution du Soleil et d'une étoile, ici comme le Soleil, le fait que l'activité solaire soit extrêmement intense, le fait que ces flux X et extrême UV soient extrêmement intenses, ça induit une très forte érosion qui fait que si une planète
démarre avec un contenu atmosphérique trop faible, ou si une planète est trop petite, comme Mars finalement, trop petite pour pouvoir maintenir par gravité la présence d'une atmosphère, une planète peut complètement ou perdre une grosse majorité de son réservoir atmosphérique et donc bifurquer à cette étape précise de l'évolution d'une planète, bifurquer vers un système très différent du système climatique actuel. Enfin, il y a une quatrième bifurcation que j'aimerais aborder avant la fin de cette présentation, qui est que quand on regarde ensuite l'évolution à long terme des planètes, on est contraint, cette fois-ci, par une quatrième bifurcation qui est liée à l'existence ou à la persistance de cycles géochimiques et géophysiques, notamment le cycle des carbonates silicates dont je vais vous parler, et qui fait qu'une planète comme la Terre, par exemple, peut maintenir sur des périodes de temps extrêmement longues un système climatique relativement constant dans le temps, avec un cycle hydrologique actif, etc. Si on regarde la Terre, donc là je vous avais promis tout à l'heure que je reviendrai à la Terre dans le passé, une des caractéristiques assez exceptionnelles à mon sens de la Terre au cours du temps, c'est qu'on pense, on a beaucoup de preuves qui vont dans ce sens, que la Terre a pendant près de 4 milliards d'années consécutives, presque sans interruption, à garder des conditions de température et d'habitabilité extrêmement constantes au cours du temps, avec des températures qui, autour des 4 derniers milliards d'années, ont permis l'existence quasi continue de réservoirs d'eau d'océans sous forme liquide. Je dis quasi continu parce que vous voyez ces bandes bleues ici qui correspondent à ce qu'on appelle des épisodes Terre-boule de neige, pendant lesquels on pense que la Terre, donc c'est une vue d'artiste ici, mais pendant lesquels on pense que la Terre a été recouverte quasi totalement de glaciers et de glace, de neige, etc. Mais vous savez très bien que la Terre, aujourd'hui, n'est pas recouverte de glaciers, heureusement. Et donc la Terre a trouvé un moyen pour s'en sortir. Un truc qui a mis les scientifiques vraiment, qui leur a mis la puce à l'oreille pour essayer de comprendre ce qui se passe, alors c'est pas le seul élément, mais c'est un élément très fort, c'est que si on regarde l'évolution au cours du temps de l'insolation sur Terre, on voit que cette quantité, elle augmente au cours du temps. Ça, il faut aller chercher, il faut aller discuter avec les personnes qui étudient les étoiles, les astrophysiciens qui étudient les étoiles, pour comprendre qu'au fur et à mesure qu'une étoile comme le Soleil évolue au cours du temps, sa luminosité augmente, et donc les planètes qui, elles, ont des orbites relativement figées dans le temps, eh bien, voient leur luminosité qui augmente au cours du temps. Maintenant, si on compare cette évolution de l'insolation sur Terre, ou sur les planètes du système solaire, qui a augmenté de presque 30% en 4 milliards d'années, on la compare, par exemple, sur Terre, au réservoir de CO2 dans l'atmosphère. Et ce que vous voyez ici, c'est que les deux quantités sont anticorrélées dans le temps. Donc, l'insolation reçue sur Terre augmente, la quantité de CO2, elle, tend à réduire. Et ça, c'est presque la situation idéale, parce que vous, au départ, vous démarrez avec une insolation faible, avec un fort effet de serre de CO2, donc vous gardez votre planète relativement tempérée, et puis au fur et à mesure que vous augmentez l'insolation, naturellement, la quantité de CO2 diminue et s'adapte parfaitement pour maintenir le système climatique dans un état où des océans restent stables et pérennes au cours du temps. La meilleure explication qu'on ait trouvée, la plus satisfaisante, en tout cas celle qui fait consensus à l'heure actuelle, c'est le fait qu'on explique cette apparente stabilité du climat de la Terre sur des échelles de temps très très longues par l'existence d'un cycle géochimique et géophysique qui s'appelle le cycle des carbonates silicates et qui en fait naturellement tend à stabiliser le climat de la Terre sur le long terme. Ce qu'il faut voir, c'est que sur une planète avec un cycle hydrologique actif, comme la Terre aujourd'hui et comme la Terre aussi par le passé, peut-être même Mars par le passé, peut-être même Vénus par le passé, quand il pleut à la surface d'une planète sur laquelle il y a du CO2, la pluie tend à dissoudre le CO2, le dioxyde de carbone, de l'atmosphère à la surface. Ces pluies vont s'écouler sur les surfaces continentales, elles vont dissoudre les roches silicatées, elles vont transporter des ions dissous jusque dans les océans, où elles vont former ce qu'on appelle des carbonates, qui vont précipiter au fond des océans, et qui vont, du fait de la tectonique des plaques, être subductés, ici, et ensuite être regazés dans l'atmosphère une fois que ces carbonates sont portés à très haute température. Et donc vous avez ici un cycle complet, finalement un cycle de vie complet qui a lieu sur des échelles de temps de plusieurs millions d'années et qui caractérise le cycle du CO2 sur le temps très long. Pourquoi c'est important ? Si vous réduisez la température de cette planète hypothétique, ce qui va se passer, et je vais même prendre le cas extrême, imaginez que la Terre, à un moment donné, pour une raison ou une autre, entre dans un état de glaciation complète, où je vous ai donné des indications tout à l'heure que ça existait. Ce qui va se passer si vous faites ça, c'est que vous coupez complètement la dissolution des pluies, donc la dissolution du CO2 par les pluies, vous coupez
le transport par les rivières. Par contre, lui, le volcanisme, il continue à émettre du CO2. Donc naturellement, si vous avez une planète qui est recouverte de glace, bah, vous allez continuer de dégazer du CO2, vous allez avoir une source de CO2, mais pas de perte de CO2. Donc le CO2 va monter dans l'atmosphère de la planète, jusqu'à générer un effet de serre suffisant pour pouvoir déglacer la planète. À l'inverse, si à un moment donné, bah, la quantité de CO2 est beaucoup trop élevée, ce qui va se passer, c'est que ces réactions ici, qui dissolvent le CO2, qui forment des carbonates, elles vont s'accélérer, elles ont une forte dépendance à la température, donc elles vont s'accélérer, s'intensifier. Donc le CO2 émis par les volcans, lui, va rester à peu près constant. Par contre, ce puits de CO2 va augmenter, et donc naturellement, le système climatique va réduire en CO2, va perdre du CO2, va diminuer l'effet de serre, et donc va se stabiliser. Et donc là, vous avez une quatrième source de bifurcation entre les planètes. Une planète comme la Terre, qui est capable de maintenir un cycle géophysique, géochimique des carbonates silicates, est capable de, dans le temps comme ça, de s'auto-stabiliser vers un climat similaire au climat actuel. Une planète qui serait incapable, finalement, de maintenir ce cycle de géophysique, géochimique des carbonates silicates, bah, ne pourrait pas stabiliser son habitabilité dans le temps. C'est un des scénarios, par exemple, qui a été invoqué pour le cas de Vénus. Imaginez que vous preniez la Terre, à l'heure actuelle, et puis que d'un seul coup, vous coupez la source, par exemple, ici. Ce qui va se passer, c'est que la source de CO2, le puits de CO2 ici, vous allez émettre du CO2 dans les volcans, générer un effet de serre, et vous allez potentiellement atteindre un emballement où vous allez complètement couper le cycle des carbonates silicates, et puis vous allez vous retrouver avec une atmosphère super riche en CO2. Au fur et à mesure du temps, vous allez peut-être perdre votre eau en échappant l'hydrogène vers l'espace. Et puis, ça pourrait, pourquoi pas, finalement, être un des scénarios climatiques possibles vers l'évolution de Vénus actuelle. C'est une des choses qui va être testée avec les 3 missions spatiales dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et sur Mars, on se pose la question, je vous ai expliqué tout à l'heure que le cycle que Mars, par le passé, a une activité hydrologique intense, des lacs, des rivières, etc. Et donc, on s'attendrait, en principe, si ce que je vous raconte ici est vrai, à ce que des carbonates se soient aussi formés à la surface de Mars. Pourtant, on n'en voit pas. On ne comprend pas pourquoi on n'en voit pas. Et donc, c'est une des questions scientifiques majeures, à mon sens, de l'étude de la planète Mars à l'heure actuelle. Alors, quelques mots quand même, avant la fin de cette présentation, sur le futur climatique. Je vous ai parlé surtout de passé, de climatique, de climat actuel. J'aimerais dire 2 mots sur le futur climatique, notamment dans le cas de la Terre. Donc vous savez probablement tous que la quantité de CO2 du fait des émissions liées aux activités humaines évolue très dangereusement au cours du temps, augmente très dangereusement au cours du temps. Si on utilise les mêmes modèles qu'on utilise pour simuler Mars, pour simuler Vénus, alors, mais d'une manière beaucoup plus sophistiquée, on implémente dans ces modèles beaucoup plus de processus qu'on le fait pour Mars et Vénus, et pourtant on explique très très bien les climats de Mars et Vénus avec ces modèles. Et ben, on obtient, selon les différents scénarios, plus ou moins optimistes, plus ou moins pessimistes, des scénarios dans lesquels la température globale de la Terre va se réchauffer de plusieurs degrés Celsius, avec un système hydrologique, un cycle de l'eau qui va être fortement affecté, avec des conséquences que vous connaissez tous. Donc ça, c'est le premier enjeu du système climatique futur à court et moyen terme. À plus long terme, alors ça, c'est un peu moins connu, peut-être aussi parce que c'est un peu moins critique, on peut se poser la question de savoir à quoi va ressembler le climat de la Terre sur des échelles de temps plus astrophysiques, plus géologiques. Il y a eu des travaux notamment qui ont été réalisés il y a presque 10 ans maintenant par un collègue qui s'appelle Jérémy Lecomte, qui a utilisé le même modèle, le modèle du LMD qui a été utilisé pour simuler l'atmosphère de Mars, l'atmosphère de Vénus primitive, etc., et qu'on utilise pour la Terre, et qui a montré que si vous laissez le Soleil évoluer au cours du temps, je vous ai expliqué que la luminosité du Soleil évoluait au cours du temps, et vous laissez la luminosité du Soleil évoluer au cours du temps, c'est-à-dire que l'insolation sur Terre va augmenter au cours du temps. Ce qu'on observe dans ces modèles-là, c'est que la température à la surface du globe va augmenter. Donc, par exemple, pour une augmentation de 8% du flux solaire, on augmente la température moyenne à la surface de la Terre dans 850 millions d'années à presque 60-70 degrés Celsius. Et il y a une insolation seuil autour de 10-11% du flux solaire, où là, le système climatique s'emballe complètement. Et on atteint des températures de l'ordre de 1600 degrés Celsius. Et on a identifié, finalement, cet effet qu'on appelle l'effet de l'emballement de l'effet de serre de la vapeur d'eau, au fait que quand une planète commence à accumuler beaucoup de vapeur d'eau dans son système, beaucoup plus que la Terre actuelle, hein, mais en tout cas beaucoup,
ce qui se passe, c'est que cette vapeur d'eau va générer un effet de serre qui va générer une évaporation importante des réservoirs océaniques en surface, et donc qui va générer encore plus de vapeur dans l'atmosphère. Donc vous avez une boucle de rétroaction positive, comme ça, qui va vous emmener finalement, juste avec une faible augmentation du flux solaire, une planète comme la Terre, avec un système climatique comme la Terre, vers une planète très chaude qui, si on atteint ces températures, on va couper le cycle des carbonates silicates, donc on va émettre du CO2, on va perdre du fait de l'érosion atmosphérique de l'hydrogène, et donc finalement ici, si on laisse la Terre évoluer pendant 1 milliard d'années, on retrouve, en tout cas c'est ce qu'on pense, de notre compréhension de l'évolution de cette planète, un point de convergence climatique cette fois-ci, où la Terre, finalement, naturellement, viendrait évoluer vers un système climatique qui est assez proche, finalement, de ce qu'on comprend aujourd'hui de la planète Vénus. Pour finir, j'aimerais quand même donner quelques notes pour vous donner un petit peu vers où, à mon sens, le domaine de la planétologie, plutôt de la climatologie comparée des planètes, évolue. Et c'est aussi un des points sur lequel, personnellement, je travaille beaucoup ces derniers temps, sont les exoplanètes. Alors, vous savez probablement tous qu'on a détecté la première exoplanète en 1995. Ça a conduit à un prix Nobel. Le nombre d'exoplanètes évolue considérablement, de manière presque exponentielle depuis la première détection d'exoplanètes. Mais vous savez peut-être moins que le nombre de petites planètes tempérées, le nombre de petites exoplanètes tempérées, c'est-à-dire des planètes qui ont une masse, une insolation et un rayon similaires à la Terre, donc finalement qu'on pourrait comparer à Mars, Vénus et la Terre, on pourrait utiliser pour faire de la climatologie comparée, et bien lui aussi a considérablement évolué au cours de la dernière décennie. On est passé de la première détection en 2011 à 2020, quasiment 40 exoplanètes finalement, qui peuvent servir de laboratoire naturel avec lesquels on va pouvoir faire de la climatologie comparée. Notamment, on a un système d'exoplanètes qui s'appelle TRAPPIST-1, David Fossé en a parlé tout à l'heure dans l'introduction, et en même temps, un télescope qui s'appelle le télescope spatial James Webb, vous avez peut-être suivi des conférences à son sujet lors de ces rencontres, qui vont ensemble, c'est-à-dire en faisant des observations du télescope spatial James Webb des planètes du système TRAPPIST-1, vont pour la première fois, on pense, on l'espère, nous apporter des contraintes sur l'atmosphère, la composition de l'atmosphère de mondes finalement similaires à la Terre, Mars et Vénus, qui vont nous permettre de tester finalement ces points de bifurcation dont je vous ai parlé, les vérifier ou les infirmer, et puis peut-être révéler d'autres mécanismes, d'autres finalement sources de bifurcation qui vont pouvoir nous permettre de mieux comprendre la Terre et les planètes du système solaire et pouvoir replacer ces planètes dans un contexte plus large. Pour vous donner un petit élément d'explication, alors il y a les premiers résultats de James Webb qui sont en train d'être fabriqués, en train d'être étudiés. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer de données parce que tout ça c'est un peu confidentiel jusqu'à la date de publication, mais pour vous donner un petit peu le concept, ce que va faire le James Webb essentiellement, alors pas que, mais essentiellement, c'est aller observer ce qu'on appelle un spectre en transit d'une planète. Donc quand une planète comme la Terre, Mars ou Vénus ou TRAPPIST-1 passe devant son étoile, elle va cacher une partie finalement de la lumière de l'étoile, son atmosphère aussi, et selon les constituants dans l'atmosphère, s'il y a du CO2, de la vapeur d'eau, de l'azote, qui sont les gaz finalement qui sont les plus parlants par rapport à ce qu'on connaît des planètes telluriques du système solaire, et ben ces gaz vont pas cacher finalement la même fraction de lumière à toutes les longueurs d'onde. Et donc en mesurant la taille d'une planète telle qu'on l'observe avec James Webb en fonction des longueurs d'onde, on va être capable de faire des choses comme ça. Donc ça, c'est un spectre synthétique qu'on a simulé de la planète TRAPPIST-1e, qui est probablement le meilleur analogue exoplanète qu'on ait à l'heure actuelle de la Terre, et le premier pour lequel on va avoir des observations concrètes de l'atmosphère. On est capable ici, par exemple, avec des observations de 14 transits, ici, d'aller, donc ça c'est un spectre de rayon de la planète, comment le rayon de la planète évolue en fonction de la longueur d'onde. On va être capable d'aller voir comme ça là, ces petites variations qui sont liées à l'absorption par des molécules dans l'atmosphère, par exemple ici du méthane et du CO2, et on va commencer pour la première fois à rajouter en plus de Mars, de Vénus, de la Terre, potentiellement de Mercure, on va ajouter TRAPPIST-1e, TRAPPIST-1f, TRAPPIST-1g, Proxima b, etc., etc., etc. Et donc on espère, au cours des années à venir, au cours des décennies à venir, augmenter finalement la population de planètes telluriques, tempérées, potentiellement habitables, pour vraiment accroître considérablement notre compréhension du climat et de l'habitabilité des petites exoplanètes, planètes tempérées. Et donc, juste pour conclure,
Je vous ai montré dans cette présentation que les climats de la Terre et Mars sont aujourd'hui très différents. Pourtant, on a tout un tas d'indices géologiques, minéralogiques, etc., géomorphologiques qui nous laissent penser, isotopiques, que ça a pu être très différent par le passé. On a identifié, la communauté au sens large, plusieurs points de bifurcation pour l'évolution des planètes, la phase des impacts géants, la capacité d'une planète à condenser ses océans primordiaux, les phénomènes d'érosion atmosphérique qui ont impacté fortement l'évolution de Mars, et qui auraient, si Mercure avait gardé son atmosphère, très probablement aussi impacté son évolution. Et enfin, on a mis en évidence l'importance de cycles de stabilisation géophysique et géochimique qui contrôlent l'évolution climatique sur le long terme et qui font qu'une planète comme la Terre peut garder son état climatique ou diverger vers quelque chose de très différent comme Vénus. Et enfin, je pense que c'est un point à retenir, c'est les exoplanètes sont vraiment une mine d'or pour la climatologie comparée. Et je pense que dans les prochaines années, notamment via le James Webb et ensuite via les télescopes type télescope européen extrêmement large qui est en construction au Chili, on va vraiment significativement augmenter notre connaissance sur le climat des petites exoplanètes telluriques et donc sur le climat de la Terre. Et voilà, merci beaucoup pour votre attention.